Bonjour à tous, merci au CNJV pour l'organisation de ce colloque. Donc nous, le CNJV, on représente les professionnels du jeu vidéo en France. Donc c'est tout naturel qu'on s'intéresse aussi aux futurs professionnels. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir ouvrir cette intervention sur les métiers et surtout sur une question qu'on nous a tous posée à un moment. Est-ce que faire des jeux vidéo, ça s'apprend? Et oui, non. On s'intéresse à la fois aux écoles, puisqu'il y en a de nombreuses. On a mis en place un réseau des écoles de jeux vidéo à partir de 2015, qui regroupe les écoles qui ont les formations les plus adaptées au marché du travail, qui ont les meilleurs taux d'insertion. Et donc c'est avec ces écoles qu'on organise des actions communes, des communications communes, pour mieux faire connaître, en tout cas pour trouver les talents de demain et ensuite mieux les faire connaître. On organise aussi, on a un baromètre qui sort tous les ans sur les chiffres de l'industrie, la répartition des entreprises sur le territoire, les effectifs hommes-femmes. On l'a vu, on a vu 14% de femmes dans les studios de développement, mais 26% d'étudiants sont des étudiantes. Donc ces chiffres-là nous permettent aussi de voir les tendances et de voir ce qui se dégage pour pouvoir être les plus adaptés aux évolutions de l'industrie. Et enfin, on a un référentiel des métiers qui sort tous les 2-3 ans. La prochaine édition, c'est l'an prochain, sur le descriptif des métiers, les fourchettes de salaire, en fait, tout ce qui va servir aux professionnels pour pouvoir se repérer et pouvoir éventuellement négocier dans l'entreprise. Voilà, ce sera tout. En tout cas, merci à vous d'être tous présents. Et maintenant, on va voir, est-ce qu'on apprend à faire des jeux vidéo? On va passer de la recherche à l'apprentissage avec la thématique du game design, ou plutôt de la conception de jeu. Enfin bon, on verra si ça se vaut, qu'est-ce qu'on entend par game design, et sur l'apprentissage, l'historique des formations. Et je vais demander à Carole Faure de venir me rejoindre. Douglas Alves, qu'on ne présente plus, paraît-il, mais je vais le présenter quand même. Sébastien Janvaux également, et Christian Loisel. Venez. Là aussi, vous pouvez applaudir. On a le droit d'être chaleureux. Pour réchauffer le cœur des intervenants, je vais me pousser, parce que vous êtes très nombreux. C'est très bien. Après, Carole Faure, donc responsable pédagogique chargée des relations entreprises Normandie Web School. Vous êtes cofondatrice d'Acolearning. Douglas Salves, qui est professeur d'histoire des jeux vidéo, notamment, entre autres, mais qui participe aussi à des projets en tant que consultant auprès de, on parlait beaucoup du secteur indépendant, mais vous en êtes aussi. Sébastien Janvaux, chercheur, responsable de formation, game designer. Alors on parlait de est-ce que les chercheurs passent la frontière du game design et inversement? Eh bien, oui, vous êtes enseignant, chercheur et donc game designer. Et Christian Loisel, vous étiez de la première formation multimédia interactive à l'époque, donc première formation jeux vidéo, même si le terme naissant, je crois que c'est la fin des années 70 qui s'impose au sens large. Moi, je propose de commencer par vous, puisqu'on dit le game design, la conception, est-ce que ça s'apprend? Comment ça s'est imposé finalement, le fait que ça s'apprend? Voilà, parce qu'on va être tous d'accord, ça s'apprend, mais comment ça s'est imposé en France et comment est née la genèse de cette formation du game design, de la conception de jeu? Alors, oui, effectivement, c'est une histoire un peu particulière, mais qui n'est pas directement liée aux jeux vidéo à l'origine. Donc j'ai effectivement suivi la première formation existante en France dans le domaine des supports interactifs, qui a débuté dans les années 80, donc ce qui était effectivement très tôt et qui est resté la seule pendant pas mal d'années. C'est 1983, donc on est vraiment... 83, oui. Donc on parlait tout à l'heure de l'origine du secteur économique du jeu, donc en gros la barrière de la décennie 80, 1980, ouais. Et 83, il y a déjà une formation. Voilà. Donc moi, mon activité par rapport aux jeux vidéo a été très liée au domaine du multimédia, donc un marché qui est apparu dans les années 90 et dont Infogrames était un acteur. Donc moi, mon histoire commune en fait avec le jeu vidéo, en fait, est plutôt une histoire avec Infogrames, donc qui a été une société qui produisait des jeux vidéo, mais aussi des produits multimédia, ce qui était une exception, puisque Ubisoft, je ne pense pas que Ubisoft l'ait jamais fait, en tout cas, elle travaillait dans le multimédia. Donc c'est
par rapport à cette particularité que j'ai en fait rejoint en quelque sorte le secteur du jeu vidéo. Mais moi, j'ai pas énormément travaillé véritablement sur des jeux vidéo. J'en ai fait quelques-uns, mais que j'ai repris en fait en tant que chargé de la production. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement l'histoire de cette formation, qui est quand même très très particulière, parce qu'elle était vraiment concomitante au marché, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun décalage en termes d'existence, puisque l'existence des formations dans le domaine du jeu vidéo sont arrivées beaucoup plus tard, je crois plutôt vers les années 2000, alors qu'il existait en fait cette formation, donc voilà, depuis 1983, bon, qui était très modeste en fait, puisqu'elle était proposée sur 2 sites, à Paris 10 Nanterre et à Montpellier, dirigée par la même personne, mais c'était à peu près une vingtaine de personnes par an, donc c'était assez modeste. Donc la formation à Paris a existé juste un peu avant l'année 2000, et à Montpellier elle existe encore, mais évidemment elle a évolué, elle a changé de nom, voilà, elle a évolué au fur et à mesure de la diffusion de cette culture, en fait, de l'existence en fait de personnes spécialisées dans la conception de supports interactifs. Donc c'était la vocation de cette formation qui s'appelait concepteur médiatique, qui est un terme à l'origine québécois. C'est pour ça que le terme n'a pas existé en fait très longtemps, puisque l'origine finalement n'était pas vraiment compréhensible, surtout le terme de médiatique, qui est un terme qui n'a jamais vraiment pris, contrairement au domaine de l'informatique, informatique et télématique par exemple. Et donc la vocation de cette formation était de former des spécialistes du support interactif. Alors à l'époque, c'était destiné évidemment aux micro-ordinateurs, au Minitel, au vidéodisque. Et le marché principal, puisqu'il n'intégrait pas en réalité vraiment le marché du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo en fait vient plutôt, je dirais, d'une tradition culturelle et créative, c'est-à-dire basée sur une culture préexistante liée au cinéma, à la musique, au dessin animé, à la BD. Mais la micro-informatique a développé d'autres marchés, notamment professionnels, et notamment le marché de l'enseignement assisté par ordinateur. Et cette formation était très orientée sur ce marché-là, en fait, professionnel. Donc, qui existait aussi parallèlement au marché du jeu vidéo à partir des années 80. Et donc moi j'ai rejoint finalement le jeu vidéo grâce au développement en fait du CD-ROM notamment, en fait, c'est-à-dire les capacités à traiter à proposer des images qui commençaient quand même à être de qualité. Parce que les débuts du jeu vidéo, que j'ai connu aussi parce que j'habitais à Lyon, donc je connaissais l'existence d'Infogrames, mais en les années 80, ça m'intéressait pas, puisque vraiment graphiquement, c'était vraiment trop rudimentaire. Donc moi, je suis plutôt parti dans le domaine de la 3D. Mais j'ai quand même toujours gardé un intérêt pour ce domaine, grâce d'ailleurs à un concours qui avait été proposé en 1983 à peu près par l'INA, qui était soutenu par le ministère de la Culture. Je vous rappelle, dans ces années-là, c'était la politique de Jack Lang, qui a fait beaucoup de choses en fait pour les nouvelles technologies. Et notamment, donc, ils avaient lancé ce concours qui était un concours de scénario d'un film interactif. Et bon, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Bon, il y avait déjà des vidéodisques analogiques. Donc moi, j'ai essayé d'y répondre avec une autre personne. Je faisais mes études à ce moment-là au Beaux-Arts. On a essayé d'y répondre, mais en fait, on n'y est pas arrivé parce qu'on ne savait absolument pas comment concevoir un produit interactif. On ne voyait pas trop comment structurer les informations, donc on n'a pas pu répondre. Après, il y a eu effectivement un produit qui est sorti. Finalement, c'était une sorte une société de production qui a produit un film, enfin une histoire policière. Donc c'était assez rudimentaire, hein, finalement, sur un vidéodisque. C'était oui, non, et puis voilà, on progressait de cette manière, ça n'allait pas bien loin. Ouais, et donc une dizaine d'années après, j'ai rejoint cette formation parce que j'avais un intérêt pour en même temps l'interaction, mais en même temps la qualité d'image qui arrivait grâce au CD-ROM et ensuite rapidement grâce à Philips qui a investi chez Infogrames. Et moi, ayant fait, enfin, dans le cadre de ma formation, un stage où là j'ai pris un maximum de risques, hein, parce que je suis allé faire un stage de 3 mois à Chalon-sur-Saône.
Donc c'était vraiment la grande aventure. Et par la Dangereuse. suite, donc, Infogrames a recruté finalement des chargés de projet, des chefs de projet pour développer le catalogue de CDI. Alors bon, il se trouvait que moi j'avais quelques connaissances effectivement dans ce domaine, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe de Bertrand Brocard. Qu'est-ce qu'on apprenait concrètement Alors on apprenait en tant en que fait concepteur médiatique? Alors, on apprenait en fait la spécificité de chaque support, de la technologie, mais aussi de la méthodologie de conception, en fait, de structuration des informations. Donc, c'était même si c'était très orienté vers le AO, donc il y avait des points communs. C'était du traitement de médias, vidéo, son, images, texte. Bon, les principes étaient assez proches, sauf qu'il n'y avait pas, d'une part, de préoccupation artistique. Et oui, ça faisait une grande différence. En fait, le graphisme était beaucoup moins présent, en fait, même s'il y avait une qualité d'image. Et voilà, sur l'interactivité elle-même, puisqu'on dit que c'est quand même la différence de ce média par rapport aux autres. L'interactivité, je dirais, les principes étaient les mêmes. Ce qui a fait que moi j'ai pu finalement, à travers le stage que j'ai pu faire. Bon, c'est un autre univers, donc effectivement, j'étais un peu déstabilisé, mais après, une fois qu'on commence à s'intéresser aux jeux vidéo, ça va assez vite, mais les principes étaient communs, en fait. Bon, après, bon, cette formation, enfin, ce terme n'a jamais vraiment été compris. D'abord parce que le terme de concepteur est rarement compris. D'ailleurs, aujourd'hui, il disparaît puisqu'il a été remplacé par le terme de designer. On n'entend jamais parler de concepteur. Et alors, médiatique, donc je parlais en fait du fait que c'est un terme québécois, parce qu'en réalité, cette formation existe grâce au fait que tout a démarré au Québec dans les années 80 grâce à un professeur, un chercheur québécois qui travaillait à l'Université du Québec à Montréal, qui est devenu un précurseur de la micro-informatique et qui a travaillé sur justement la définition d'un langage médiatique dès les années 80. Et ensuite, il a travaillé sur la formation à distance, sur l'Internet, sur l'édition électronique. Et c'est à partir de ce travail qui a été fait très tôt dans les années 80 que Patrick Thomas, donc le directeur de la formation à l'Université de Paris 10, a transposé en quelque sorte ces connaissances en France. Donc c'est intéressant parce que tout est allé très vite du fait que c'était au Québec. Donc en termes de langue, la transposition était immédiate. Donc, et le fait que les Québécois sont proches des États-Unis, oui, et donc du fait d'une source quand même intéressante ils ont toujours été à la pointe. Et bon, c'est cette personne, Michel Cartier, en fait, n'est pas très connu, mais c'était un précurseur dans le domaine du numérique. Je reviendrai vers vous. Carole Faure, vous êtes responsable pédagogique. Est-ce que ça s'apprend? Alors maintenant, on sait que ça s'apprend, mais ça s'apprend comment? J'allais dire aujourd'hui, cette fameuse conception. D'ailleurs, de quoi on parle? On utilise le mot game design? Est-ce qu'on utilise le mot conception? Alors, les écoles de jeux vidéo. Alors, moi, je suis aujourd'hui sortie du secteur du jeu vidéo. Oui, vous avez travaillé quand même pendant... Mais alors, j'ai envie de refaire un petit retour en arrière, et surtout pour les femmes, parce que j'ai entendu des choses précédemment. Moi, je suis dans le jeu vidéo depuis les années 90, donc effectivement, j'étais une des rares femmes dans le secteur, mais il y avait quand même des femmes. Et c'est vrai qu'à l'époque... On attend votre carnet d'adresse. Parmi les chercheurs, on attend votre carnet d'adresse. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai connu Bertrand Brocard à cette époque-là, il n'y avait pas de game designer, il me semble. Il y avait un programmeur qui avait une idée, ou le patron qui arrivait, regardez, j'ai négocié cette super licence, tu vas me faire un jeu avec. Donc là, lui, il avait déjà tout fait et on devait se débrouiller. Et finalement, c'était déjà des vrais travails d'équipe. Moi, j'étais embauchée donc, chez Infogrames en 90 pour être chef de produit. Donc côté marketing, mais quand j'ai découvert le métier, j'étais aussi chef de projet, j'étais aussi scénariste, j'étais aussi designeuse, j'étais aussi maman pour les équipes. En fait, on faisait un petit peu de tout. Donc c'est vrai que ce terme de game design à l'époque, je rejoins ce qui s'est dit tout à l'heure, n'existait pas, je crois. Je m'interroge, mais peu en tout cas. Et les métiers... Pas en France, ouais, c'est ça. Donc, quelque part, on était un petit peu game designer quand on était chef de projet, chef de produit. On contribuait, en tout cas, modestement, parce que moi, je me suis jamais considérée comme une créatrice, mais on contribuait et on dynamisait l'équipe, on faisait sortir les idées. C'est ça qui était intéressant dans le travail d'équipe, c'est quand une équipe se sent bien,
elle est créatrice, elle est créative et elle a surtout envie d'amener ses idées au bout. J'ai un créateur qui me disait, tu sais Carole, les idées on en a tous, être concepteur de jeux vidéo, je me lève le matin, j'ai une super idée, on en a tous. On est tous créatifs quelque part, mais ce qui est important, c'est de la réaliser et de bien la réaliser. Et c'est, je trouvais intéressant comme résumé, c'est que des concepts de jeux, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui naissent dans les décennies. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on les réalise, et puis ce fameux gameplay qui fait que voilà, ça rend le jeu plaisant. Sébastien Jeanlot, peut-être avant de partir sur la forme, l'idée de, enfin le concept de formation. Juste sur les formations, peut-être. Non, mais on va faire juste le tour sur game designer. Mais sur Sébastien Jeanlot, sur le côté game designer, est-ce que c'est un mot finalement qui s'est imposé sur le tard, enfin Oui, et même professionnellement, j'allais dire. Disons qu'aux États-Unis, on a un bouquin qui est assez fondateur, qui s'appelle The Art of Computer Game Design de Chris Crawford. Il me semble que c'est 83, justement. Donc, et c'est un bouquin qui, de façon très intéressante, s'interroge sur ces questions. C'est qu'est-ce qu'un jeu ? Pourquoi les gens jouent à des jeux ? Qu'est-ce qui fait jouer des gens, et quels sont aussi les modèles économiques qui permettent de faire de l'art avec du jeu. Il se pose très clairement la question. Il dit à l'époque, les jeux qu'on fait sont pas très intéressants sur le plan artistique. C'est la période de crise aux États-Unis justement qui fait que Chris Crawford a écrit ce bouquin-là en partie pour s'interroger sur est-ce qu'on peut trouver un cadre pour la critique de jeux vidéo ? Quels sont les modèles qui vont permettre de faire émerger de nouvelles formes, etc., etc. Et c'est vrai que le métier de game designer, c'est un métier qui va s'autonomiser au fur et à mesure parce qu'il était confondu avec un programmeur. Voilà. Et les questions que pose Chris Crawford au début des années 80, elles vont mettre très longtemps avant de trouver des premières réponses. Il faut notamment attendre l'émergence de ce qu'on va appeler les game studies, fin des années 90, début des années 2000, pour qu'on ait vraiment des théoriciens qui commencent à se dire finalement, quelle est la spécificité du jeu vidéo par rapport au jeu traditionnel, mais qu'est-ce qu'un jeu donc, toutes ces questions-là. Moi, par exemple, très concrètement, dans ma carrière, j'ai fait la première thèse en France sur les jeux vidéo, et la thèse s'intitulait Approche communicationnelle et interculturelle du game design de jeux vidéo. Parce que ça venait de cette interrogation de se dire, moi avant j'avais été game designer chez Ubisoft, et en découvrant Ubisoft, je m'étais dit, mais mince, alors là, spoiler, mais il n'y avait pas de méthodologie de conception. J'avais l'impression qu'ils réinventaient un peu la roue à chaque projet, etc. Et donc, on se sentait un peu perdu en se disant, mais c'est quoi de faire du game design ? Qu'est-ce qu'on appelle du game design ? Comment je définis ? Là, il y a un terme qui est revenu assez souvent, qui est le terme de gameplay. C'est quoi le gameplay ? De façon scientifique, comment je peux le définir ? Comment je peux penser le jeu comme une forme d'expression à part entière, ou quels sont les liens entre jeux vidéo et cinéma ? Et architecture. Et voilà, donc toutes ces questions-là nécessitent aussi d'être théorisées pour ensuite, on va parler de l'enseignement, mais quand on enseigne jeux vidéo, qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne du game design ? Moi, c'est une question que je me pose très concrètement auprès de mes étudiants. Qu'est-ce que je vais leur enseigner quand je leur enseigne du game design ? Et qu'est-ce qui rentre dans ce fameux périmètre du game design ? Donc ça, c'est un domaine de recherche qui est vivant, qui, comme on l'a dit, les formes de jeu évoluent sans cesse et incite à s'interroger sur ce que je vais enseigner quand j'enseigne ce fameux game design. Donc c'est quelque chose qui s'est construit, on va dire, à la fois d'interaction entre des professionnels du domaine, un corps de métier et aujourd'hui aussi un champ de recherche qui essaye d'en dessiner les contours. Douglas Alves, oui, on a un peu l'impression que le game design inégal game design, enfin que cette construction du game design, la conception de jeu, ça existe depuis la nuit des temps, je veux dire. Le jeu vidéo, ça n'a pas attendu le jeu vidéo. Mais par contre, ce mot de game designer, lui, il a mis vraiment beaucoup de temps à se construire lui-même. Non, en fait, avant game designer, c'est surtout designer qui apparaît. C'est surtout à l'époque, on va dire, de l'Atari VCS et surtout de la création d'Activision, où Activision va en fait opposer la vision d'Atari, qui est celle industrielle. On ne met pas le nom du créateur du jeu, on n'en parle pas. C'est une boîte un peu comme disait Florent tout à l'heure au Japon. C'est avant la boîte plutôt que les créateurs. Et Activision va faire tout le contraire, avec un patron qui venait du domaine de la musique et qui était donc habitué à mettre les artistes en avant. Et c'est là où le terme designer en fait apparaît. Puisqu'à l'époque, le designer faisait tout, la programmation, le game design, le son, les graphismes. Donc c'est là où vraiment il apparaît. Mais d'ailleurs, ce terme n'apparaît qu'aux États-Unis.
on en parle très peu en France. Moi, quand j'ai commencé le jeu vidéo, dans les équipes, on demandait mais qui joue le plus aux jeux vidéo ici? Ah bah c'est toi qui vas faire les règles du jeu, c'est toi qui t'y connais le plus, tu vas les faire. Au Japon, on va avoir le terme de game planner qui va apparaître. Voilà, qui est l'équivalent du game designer, c'est-à-dire la personne qui va structurer comment le jeu va être finalement, celui qui va avoir la vision du jeu, et donc qui va devenir un peu le référent de l'équipe. Donc, et puis en parlant des écoles et des premières formations, moi vraiment la première fois où je vois une école apparaître, c'est au Japon. Et c'était plutôt à l'époque où le jeu devient vraiment très industriel, l'époque PlayStation, où des écoles commencent en fait à popper à droite à gauche, qui vont suivre un peu l'exemple des écoles d'animation du Japon, puisque le domaine de l'animation japonaise était très fort à l'époque, il l'est encore aujourd'hui. Mais en creusant un peu, en fait, on apprend qu'au Japon, c'était les sociétés qui formaient les employés. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher des gens à la sortie de l'université et ils les formaient pendant 6 mois. Voilà, avec directement. Là, directement, voilà. Directement, alors il y avait des exemples assez incroyables d'exercices qu'on demandait aux élèves. Hein. On essayait de prendre des têtes à la sortie des universités. Alors on avait par exemple 2 mois sur le hard des machines de l'époque. On avait des exercices du genre, on donnait un petit sac de composants aux élèves. Il fallait qu'à la fin du mois, il y ait un ordinateur de construit avec ces composants. Donc on voyait vraiment tout de A à Z. Et puis plus tard, l'employé se spécialisait dans le domaine qui lui plaisait le plus. Et on n'avait pas cette comment on va dire, cette communication, oui, cette spécialisation tout de suite. Mm-hmm. Et surtout, comme aux États-Unis, il y a eu une industrie avant d'avoir la première vague des jeux indés sur micro-ordinateur. On n'avait pas en fait ce passage de l'amateur tout de suite qui devenait professionnel en prouvant ce qu'il était capable de faire sur un micro-ordinateur. Là, on les formait tout de suite parce que l'industrie avait besoin de main-d'œuvre, avait besoin de personnel pour produire de plus en plus de jeux et de plus en plus rapidement. Sans compter la technologie qui, à l'époque, avançait vraiment beaucoup et donc on avait besoin de plus en plus de personnes pour les jeux. D'accord. Et voilà comment se construit finalement ce terme de game designer. Enfin, il a toujours pas traversé toujours pas traversé l'océan là pour le coup. C'est vraiment très américain. Enfin, les océans d'ailleurs, il est même au Japon. Enfin voilà. Enfin, c'est encore une fois un terme qui s'est construit professionnellement et petit à petit, en tout cas, on a singularisé celui qui faisait les mécaniques de jeu. Oui, tout à fait. Très étonnant, quoi. Puisque quand on est dans les années 90, avec l'augmentation des tailles en fait des équipes, il a fallu devenir de plus en plus spécialisé. On ne pouvait pas faire, alors que c'était complètement faisable dans les années 80 d'avoir 3 rôles à la fin des années 80 sur un jeu. Dans les années, tard, voilà, c'est fini, voilà, c'était plus possible. Il fallait vraiment. En tout cas, sur des projets dits industriels, on a des projets assez importants. Tout à fait. Carole Faure, donc je reviens sur la question de qu'est-ce qu'on enseigne quand on dit game designer, game design, qu'est-ce qu'on enseigne? Alors, pour faire le lien, effectivement, c'est, oui, je pense dans les années 95 que ça a commencé à s'industrialiser. Avant, moi j'étais côté recrutement, effectivement, on recrutait dans des écoles d'informatique et les designers parfois dans des écoles d'art, hein, finalement, des écoles de 3D, les Gobelins et autres. Et puis ceux qui devenaient game designers, c'était soit des programmeurs, soit des graphistes qui évoluaient et qui, effectivement, comme tu disais, collaboraient et se sont identifiés vraiment plus game designers. Donc, dans les écoles, très vite, je dirais que c'est avant les années 2000, il y a des écoles qui se sont spécialisées sur le game design, l'Engmin, Isart, Supinfogame. Supinfogame, c'était un peu après, je pense. Donc, oui, ils enseignaient le game design, le level design, donc ils avaient vraiment une filière dédiée à ces métiers-là. Souvent une spécialisation après 2 années. Si je me souviens bien, puisqu'ils commençaient soit plutôt par la programmation ou du graphisme. Et puis la clé pour enseigner ces métiers-là, c'est de faire des projets et encore des projets. Ces écoles-là l'ont très bien compris. Elles ont une école qui ferait que du game design, sans programmeur, sans graphiste, sans aussi des éléments de prod, elle ne produirait pas grand-chose. Donc très vite, les écoles ont compris qu'il fallait faire des projets professionnalisants, des vrais projets, même si c'était au début des petits projets, puis des projets de plus en plus grands, de tout type, hein, des projets consoles, des projets PC, des projets mobiles, des projets réalité virtuelle. Enfin, on voit des choses sortir des écoles assez extraordinaires. Et donc, ils avaient tous les corps de métier
Souvent donc une base commune sur 2-3 ans et enfin une spécialisation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ça va jusqu'à du bac+5 aujourd'hui le game design. Et donc ils ont à leur actif des compétences de programmation, des compétences artistiques souvent, et enfin des compétences vraiment pure game design et level design. Sébastien, oui, j'ai l'impression qu'on revient un peu au début du jeu vidéo. C'était bon, certes, le terme game designer s'impose, mais enfin, il s'impose aussi en traversant le fait d'être d'autres fonctions, à toucher à d'autres fonctions, c'est-à-dire à être programmeur, être un peu graphiste, etc. Puis commencer à mélanger les rôles. Oui, on sent bien que là, il y a une difficulté en fait de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va faire la particularité de ce terme de game design? À quoi ça en renvoie si je l'extrais par exemple de la programmation, si je l'extrais du graphisme, etc. Et ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est qu'en fait, quand on pense game design, là, on pense aussi développement, production de jeux, etc. Mais moi, je crois aussi que enseigner le game design, ça peut être aussi avoir un regard critique ou analytique sur ce qu'est un jeu vidéo comme forme d'expression, comme moyen de transmettre des émotions, moyen de transmettre des messages. Enfin, pour moi, par exemple, enseigner le game design, c'est aussi enseigner aux étudiants à analyser un jeu vidéo dans sa façon dont il va faire une représentation du monde, par exemple. Comment un jeu vidéo va transmettre des idéologies, comment un jeu vidéo va impliquer son joueur émotionnellement. Et ça ne se limite pas uniquement à l'analyse des graphismes. Ça se limite pas uniquement à l'analyse de la façon dont le jeu a été programmé. Ça nécessite de comprendre les modalités d'interaction, les règles, la façon dont la construction de règles va impliquer des procédures qui vont créer des valeurs, comme je le dis, des visions du monde. Voilà. Bon, moi, par exemple, de mes recherches, je m'intéresse à la façon dont il y a eu des thématiques dominantes dans l'histoire des jeux vidéo et en quoi les modèles socio-économiques de cette industrie ont formaté les contenus. Et en quoi, par exemple, on parlait de jeux indépendants, en quoi, lorsque l'on change de contexte, ça peut permettre l'émergence d'autres types de jeux. Par exemple, juste avant, on parlait de Muriel Tramis, qui est conceptrice, qui a fait dans les années 80 des jeux sur l'histoire de l'esclavage en Martinique. Moi, dans le cadre de ma recherche, justement, j'ai rencontré Muriel pour lui proposer un entretien en lui disant, mais voilà, comment ça se fait que dans les années 80, on a pu aborder ce type de thématique-là par le jeu vidéo, alors même que de façon beaucoup plus dominante, le jeu vidéo, encore jusqu'à très récemment, et dans les productions dominantes, ce sont des thématiques qui ont trait à l'imaginaire, au conflit, ou bien à la masculinité, ou à des thématiques qui sont très peu en lien avec le quotidien, le réel. Et elle, justement, elle en profitait pour parler de l'histoire. Donc, pour moi, ça, c'est des thématiques qui ont trait au game design, c'est-à-dire comment on en vient, quelles sont les possibilités qu'offre le jeu vidéo, par exemple, pour parler du réel, pour parler de thématiques sensibles, matures, et comment on peut, comme par exemple dans la bande dessinée, qui va parler de sujets très, très, très délicats, aujourd'hui, comment on peut en venir à parler de sujets différents par le jeu vidéo, et quelle est la particularité du jeu vidéo. Donc ça, c'est une vraie réflexion de game design, mais qui nécessite de se décaler un peu de cette vision uniquement d'apprentissage technique, de compétences, mais pour aller plus loin, d'analyser le jeu vidéo vraiment comme un média porteur de sens, quoi. Douglas, l'apprentissage par projet, ça... Par projet, c'est quelque chose que... Oui, pas par projet, ouais, c'est-à-dire mettre la main à la pâte, en clair, faire un jeu. Tout à fait, il faut faire de l'itération, faut un retour constant, en fait, entre la théorie et la pratique, pour vraiment pouvoir appréhender les capacités du média. Déjà, quelqu'un qui voudrait faire du jeu vidéo, c'est déjà, je pense, quelqu'un qui a déjà une vision analytique du jeu vidéo, qui comprend en fait tout ce qui est caché en fait sous le jeu. Et d'ailleurs, le terme jeu, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sébastien, c'est que le nom du média, jeu vidéo, et même le game design, en fait, il implique qu'il y a un jeu. Et je pense que le média, en fait, il est bien plus vaste que ça. Si on se réfère, par exemple, à la définition du jeu chez l'être humain, en fait, le jeu vidéo peut aller plus loin, peut proposer des expériences qui ne sont pas cadrées sur des règles, un objectif, du challenge. On peut, par exemple, très bien faire un jeu qui va transmettre un message sensoriel, tout simplement, et sans qu'il y ait de but, de victoire, ni de défaite. Donc, je pense que le jeu vidéo, il doit être peut-être mieux compris. Un autre but que la victoire ou la défaite. Exactement. Et je pense que pour produire du jeu vidéo, déjà, il faut y avoir joué.
Puis après, il faut effectivement pas mal s'entraîner à en créer pour comprendre en fait quels sont les tenants et les aboutissants en fait du média. Christian Loisel, est-ce que vous l'avez vu apparaître, vous, ce terme Est-ce que vous l'avez vu apparaître, vous, ce terme de game designer et comment vous l'avez vu apparaître, si vous l'avez vu apparaître, ce terme? À l'époque, pas du tout. Je crois pas. À ce moment-là, dans les années 90... Il n'y a pas ce terme. Non. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Alors pas. on dit quoi? Programmeur? C'est le Oui, graphiste? avant tout, c'est ouais. quoi? Enfin, avant tout le programmeur. Ouais. C'est lui qui est au centre de l'affaire. Hein. Ouais. Je pense que c'est apparu plus tard. Et alors du coup, les concepteurs médiatiques viennent chercher quoi? Celles et ceux qui veulent se former viennent chercher quoi? Parce que c'est intéressant de voir que cette première formation à l'aune d'aujourd'hui, c'est-à-dire, et on va y revenir, aujourd'hui le game designer, c'est le métier star du jeu vidéo. Aujourd'hui, en 2019. Or, en 1983, on parle de concepteurs médiatiques. Donc, qu'est-ce que viennent chercher finalement les élèves? Se former à l'interactivité naissante, enfin à l'informatique, oui, au logiciel? avant tout l'interactivité, oui, la conception de logiciels, je dirais, qui n'est pas destiné à la productivité, mais à la mise à disposition de contenu. Donc, qui a trouvé en fait un marché important à l'occasion de la diffusion du CD-ROM, mais qui auparavant était assez confidentiel, puisque c'était avant tout donc, ce marché de l'EAO qui était destiné avant tout aux entreprises. Donc là, le marché du multimédia a finalement transposé en fait, ses capacités au grand public. C'est en ça qu'il avait des points communs avec le marché du jeu vidéo, et c'est pour cette raison qu'Infogrames a été choisi pour le faire, puisque c'était quasiment la seule société suffisamment solide et en capacité d'industrialiser un catalogue qui avait une partie en fait, de son contenu en jeu vidéo, en fait, mais qui était en fait finalement un catalogue assez mixte. Et chez Infogrames, on parlait de quoi alors? On programmait du logiciel? J'essaie de chercher ce terme désespérément. Est-ce qu'on faisait des jeux vidéo, mais on faisait des jeux vidéo, oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça, on faisait des jeux vidéo. C'était plus le terme de logiciel qui était utilisé, mais bon, en tout cas, ce terme de concepteur médiatique n'était pas utilisé. Moi-même, c'est pour la formation. Il ne s'est pas imposé de toute façon. Il ne s'est pas imposé, non, il s'est pas imposé. Bon, ça n'a pas empêché en fait d'Infogrames quand même de recruter plusieurs personnes qui avaient fait cette formation. En fait. C'était la seule. Hein, vous écoutez. Hein, donc de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de gens formés. En tout cas, c'était à quel niveau d'ailleurs d'enseignement? C'était bac plus. C'était une licence de technologie. Ah oui, donc c'était quand même. Bertrand, tu as une. Prends le micro, je vois que tu... Oui, je peux rajouter ma pierre à l'édifice, hein, parce que d'autant que, comme le formateur de l'ISARD n'est pas venu, et on a un peu de temps. Non, mais ça peut apporter de l'eau au moulin de toute cette affaire, en fait, sur les métiers. Tout simplement parce qu'il y a un truc que j'ai pas entendu, justement. On a parlé tout à l'heure des créateurs de jeux vidéo. C'est qui le créateur? En fait, c'est plein, quoi, etc. Oui. Et je crois que on en parlera dans la 3e table ronde sur le moment où ça a basculé. Mais ça a basculé effectivement dans les années 90 avec l'industrialisation. Et l'industrialisation, pour nous, qu'est-ce que c'était? C'était les métiers du cinéma, tout simplement. Donc, en fait, là, je suis en train de regarder. Je vous avais dit que dans le projet de Bruno Bonnel, de Cité du jeu vidéo, il y avait une partie de formation. Et en fait, cette formation, à l'époque, on l'a demandé justement à la seule formation qui existait à l'époque, donc qui était la formation de Patrick Thomas, de venir se pencher sur cette question-là, parce que c'était pas notre métier. Et donc, on a demandé une étude sur le sujet. Donc, on a d'abord contacté Patrick Thomas. Donc, j'avais embauché effectivement plusieurs personnes de sa formation, pas comme game designer, mais comme chef de projet, plus que ça. Et en fait, on a fait un séminaire qu'on a organisé en mai 95. Donc, je regardais vite fait dans les archives qu'on avait si le terme de game designer était utilisé. Alors, il a effectivement été utilisé. Mais on a fait donc un séminaire. On a réuni à Châlons, en l'occurrence,
une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes d'infogrammes, puis on a fait ça dans un château aussi, je sais pas si tu te rappelles. Enfin, ouais, c'était un peu épique. En dehors de Bruno Bonnel, bien évidemment, pour pas avoir de pression sur les débats. Donc, on a organisé un séminaire en demandant à chacun de venir pour identifier les métiers qui étaient utilisés dans son département, dans son secteur, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment on pouvait les recruter, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de savoir, etc. Alors, j'ai retrouvé, on a au CNJV, donc on a tout un petit dossier, il n'est pas gigantesque, hein. C'est un carton, quoi, en fait, mais qui intéressera, je pense, beaucoup des gens qui s'intéressent à ces questions, où on a les brouillons et la préparation de ce séminaire, aussi les résultats de ce séminaire, hein, et aussi les coûts, et aussi, enfin bref, et aussi pourquoi Infogrames n'a pas donné suite à ce séminaire, parce qu'une fois que le bilan a été fait, l'image n'était pas très reluisante et on avait plus un référentiel des métiers avant l'heure. Alors justement, mais dans ce document, il y a un référentiel sur les métiers et en fait, justement, je vais vous le donner et j'ai aussi sur les CDI et les CD-ROM, qui était donc une production qui était assez proche des films finalement, hein, puisque tout d'un coup il n'y avait pas simplement l'interactivité, mais il y avait aussi des images, du dessin animé, du son. Et là, par exemple, j'ai les crédits. Par exemple, on parle de réalisateur. Réalisateur Olivier Anselme-Trichard, premier assistant réalisateur, deuxième assistant réalisateur, assistante en l'occurrence. Du cinéma. Ensuite, vous avez 3 concepteurs, par exemple Marianne Alison, Bertrand Brocard et Olivier Anselme-Trichard, nous, où on se considère effectivement comme les concepteurs du programme proprement dit, qu'est-ce que le joueur allait faire, comment ça allait marcher, etc. Ensuite, on a des dialoguistes. Ensuite, on a un auteur, parce qu'il y avait des quiz, donc il fallait bien faire les questions, elles tombent pas du ciel. Ensuite, il y avait des réalisateurs techniques qui étaient les programmeurs en fait, et ensuite vous aviez des gens qui faisaient les model sheets là, donc c'est des éléments de dessin animé, les storyboards. On n'avait jamais fait travailler jusqu'à là des storyboarders, donc on avait besoin de représenter tout ça, des layouts. Les layouts c'est pour les dessins animés, les décors, l'animation, vous voyez, les recherches couleurs, la mise en couleur. Les numérisations, la détection pour les lip-sync, hein, pour les voix, l'infographie. Vous voyez, vous avez tout un ensemble de gens où finalement, il n'est pas trop question. Le game design, il est effectivement, comme disait Carole, assez collectif, avec une conception de départ qu'on va essayer de mettre en scène. Vous voyez, et bon, là, on trouve pas de. Et après, vous avez le traitement des ressources graphiques, la musique, les bruitages, un studio de son, des voix. Vous voyez, on est beaucoup plus proche du cinéma. Et effectivement, pour moi, à l'époque, le game designer, si on peut dire, c'est un peu comme le réalisateur du film. C'est lui qui avait en gros en main toutes les ficelles pour arriver au résultat final, hein. Et en fait, le game design, c'est qu'une toute petite partie. Il y a besoin d'énormément de gens autour. Et c'est ce qui avait été un peu identifié dans ce séminaire avec des chargés de prod, des directeurs financiers. Enfin bref, hein, c'est toute une industrie pour le coup, hein, voilà. C'est vraiment intéressant, mais pour le coup, l'industrialisation venant en tout cas des méthodologies du cinéma fait qu'il y a tellement eu de gens au générique qu'il a bien fallu trouver un mot pour les concepteurs, parce qu'en gros, ils se sont singularisés, si je comprends bien. Douglas, si tu as Moi, je voulais juste rajouter que le terme game designer qui vient des États-Unis, en fait, il s'est imposé parce que la presse française lisait régulièrement la presse américaine. Les journalistes américains étaient en relation avec les studios et les éditeurs qui, dans leurs documents officiels, utilisaient le terme game designer. Donc il a traversé l'océan, il est arrivé en France, et puis on a commencé à l'utiliser. Mais on a utilisé beaucoup plus le terme gameplay avant que le terme game designer. Parce qu'on disait effectivement beaucoup programmeur, ou alors parfois on était même l'inventeur du jeu. Voilà. Et tout à l'heure, quand vous parliez effectivement de l'apparition du terme jeu vidéo qui a mis du temps à se stabiliser, on parlait de logiciel aussi avant. Hein. On parlait de le programmeur du logiciel. Ça nous paraissait à l'époque complètement logique. Voilà, qu'il y a un logiciel et qu'il y a un programmeur. Donc on passait, c'est vrai, de côté tout le travail de conception, mais qui était en fait assez petit au départ dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on faisait beaucoup d'itérations. C'est-à-dire qu'on faisait le programme qu'on avait vu ailleurs, mais en rajoutant quelques idées personnelles, comme ce qu'on fait dans les écoles comme entraînement. C'est ce que faisaient les programmeurs de jeux à l'époque. Ils prenaient un concept qu'ils avaient déjà vu, ils avaient aimé, et ils pensaient pouvoir faire mieux et l'améliorer.
Donc c'est d'où le terme test dans la presse de jeux vidéo, parce qu'on testait en fait les capacités techniques de la nouvelle version de ce type de jeu. Ah, donc c'était assez différent d'aujourd'hui. Carole Faure, allez-y. Oui, sur le terme game design, la différence entre la France et les États-Unis, tu as raison. Mais est-ce qu'en France, on n'a pas cherché un peu à effacer la notion d'auteur à cette époque-là? Que ce soit les deux gros, c'était Ubisoft et Infogrames. Et c'est vrai qu'on ne mettait pas tellement en avant les auteurs à cette époque-là. Et les journalistes étrangers s'en plaignaient effectivement de ne pas pouvoir avoir accès à l'auteur. On lui mettait toujours l'attaché de presse devant ou le patron du studio. Et ils avaient peu accès aux auteurs, non? Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Oui. Dans l'histoire. Il y a un micro là, Sébastien. Douglas, prenez. Oui, alors oui, mais alors la question c'est encore une fois, on tourne autour de ce mot créateur qui semble protéiforme en tout cas dans le jeu vidéo. Il y a des vrais créateurs quand même. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des vrais créateurs, mais il y a des vrais créateurs, mais il n'y a pas peut-être un créateur par jeu. En tout cas, je trouve qu'il a tendance lui à se diluer parfois selon les projets. Donc, est-ce que c'est selon les projets ou pas du tout? Est-ce qu'on se plante sur le mot créateur de jeu? Moi, je crois qu'il y a eu des logiques aussi de légitimation et d'institutionnalisation autour du jeu vidéo, notamment dans les années 2000 en France, où effectivement, suite à la crise, il y a eu une entreprise aussi de logique de recherche de soutien des pouvoirs publics par les industriels du jeu vidéo, qui passait par une reconnaissance du jeu vidéo comme industrie culturelle. Donc forcément, ça passait par des pratiques de lobbying auprès des ministères pour être reconnu comme produit culturel, qui passait donc nécessairement dans un peu la tradition française par une reconnaissance de créateurs. Donc, et là, on a essayé de mettre en avant, par exemple, voilà, Frédéric Rénal, qu'on écoutera ce soir, a été fait chevalier dans l'ordre des arts et lettres, il me semble, au cours des années 2000. Ça s'est traduit par des expositions, etc. Donc tout ça est lié aussi à des logiques socio-économiques, politiques, qui font qu'à un moment, on a essayé de mettre en avant aussi dans des logiques de légitimation des figures, mais qui renvoient pas forcément à la réalité du terrain toujours, puisqu'effectivement, comme on le disait, sur un Assassin's Creed, il y a 500 personnes, chacun apporte d'une certaine façon. Puis il y a aussi les logiques du pôle éditorial qui sont très structurantes. Faut pas croire que il y a une grande liberté forcément de création dans ces grosses équipes. Les logiques éditoriales sont très présentes. Et justement, c'est intéressant parce que dans le jeu vidéo, il y a aussi la part du joueur. Et c'est une des questions qu'on peut se poser aussi. Quid dans un art interactif de la part d'expressivité aussi du joueur. Il y a tout ce questionnement-là aussi qui peut apparaître. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas nécessairement simple d'identifier la figure de l'auteur. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez complexe, même dans le cadre du cinéma. Il est plus complexe qu'il n'y paraît que le réalisateur. Voilà, par exemple, le scénariste. C'est aussi des questions de définition de corps de métier qui vont au-delà. Et justement, là où je voulais en venir aussi par rapport à plus la question de la formation, c'est qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on peut se dire que former au game design, ça permet aussi d'aller plus loin que le secteur délimité, parce que c'est ce dont on parlait aussi dans la première table ronde, du jeu vidéo. C'est-à-dire, moi, par exemple, la formation dont je suis responsable, que j'ai montée en grande partie, c'était de me dire, je vais former des étudiants, mais étant donné le nombre de débouchés, 3 4 000, 5 000 emplois dans un domaine, c'est extrêmement peu. Mais en revanche, je m'en suis persuadé que former au game design aujourd'hui, ça permet de développer des compétences qui vont permettre aux gens d'être innovants, ou en tout cas d'envisager différemment d'autres secteurs d'activité, comme par exemple la communication numérique, le marketing, le journalisme. On parle beaucoup de news game, de jeux d'actualité, de jeux de reportage, ou encore le lien entre jeu et formation, ou jeu et santé. Là, je crois vraiment que des étudiants qui ont un regard sur ce qu'est le jeu peuvent, on parle aussi beaucoup d'un terme qui s'appelle la gamification, peuvent apporter une part, en tout cas, de créativité différente dans différents secteurs d'activité. Et donc le game design aujourd'hui, c'est une tendance, parce qu'on parle de transmission, d'héritage, mais aussi de transmission, me semble être un secteur qui se transforme aussi pour devenir beaucoup plus protéiforme. Et le game designer, en tout cas, être formé à une logique de réflexion sur la conception de jeu,
permet aujourd'hui, à mon sens, d'irriguer des domaines d'activité qui encore hier étaient extérieurs à ce qu'on appelle le jeu. Et le jeu, c'est un domaine qui se transforme et qui a des connotations aussi qui peuvent varier. Bon, l'industrie du jeu vidéo est extrêmement normative, en fait, assez conservatrice sur les connotations qu'elle donne au jeu, avec une emprise du fun. Hein. Le jeu, ça doit être divertissant, ça doit être fun. Ça, c'est très orienté vers l'optique de l'industrie du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on peut tenter de faire évoluer cette signification de jeu vers d'autres domaines plus expérimentaux. Le jeu n'a pas nécessairement peut ne pas être fun, peut nous rendre tristes, peut nous faire réfléchir sur le monde, sans forcément nous divertir. Bon, voilà, c'est des optiques que différents auteurs, que j'essaie aussi de développer un peu dans mes créations, mais que on voit émerger dans des collectifs d'artistes ou dans le jeu indépendant, précisément, qui nous amènent à redéfinir ce qu'on appelle du jeu. Et forcément, dans l'enseignement, dans la formation, ça a aussi un impact sur la façon dont on va envisager de parler à des étudiants de ce qu'est le jeu, de la façon de l'analyser, des débouchés qu'il pourrait avoir. Oui, en tout cas, ça irrigue visiblement aujourd'hui désormais plusieurs filières et ça touche peut-être à ce dont parlait Christian Loisel, c'est-à-dire l'information. Enfin, si on prend l'information au sens le plus large possible et en lui rajoutant de l'interactivité, on retombe sur nos pattes et du coup, on peut parler de gamification sur d'autres domaines que le jeu vidéo, lui, pur et dur. Oui, Douglas ? D'ailleurs, si on a l'habitude, et ça paraît complètement normal de se dire qu'un graphiste dans le jeu vidéo ou d'un programmeur, il va pouvoir travailler dans d'autres secteurs, puisqu'il va avoir appris un savoir qui n'est pas spécifique aux jeux vidéo. Dans le game design, en fait, on s'en rend compte de plus en plus. C'est-à-dire que des game designers peuvent être spécialistes de plein de mécanismes cognitifs, de l'interface, de l'ergonomie. Et ça, on va le retrouver sur plein de domaines qui sont vraiment concomitants aux jeux vidéo, qui utilisent de l'informatique au niveau technologie. Et donc, on a beaucoup d'autres métiers qui commencent à s'ouvrir. D'ailleurs, par exemple, les spécialistes UI, UX, au Japon, ils sont très demandés. Ils auraient besoin beaucoup de gens formés à l'étranger, par exemple. Et au niveau game design, on a aussi tout le secteur des board games qui est en pleine évolution actuellement et qui demande des game designers. En fait, oui, les jeux de plateau. Voilà, les escape games, pareil. On a des débouchés qui sont hors jeux vidéo et qui utilisent les mêmes mécaniques, les mêmes relations aux joueurs, et donc voilà, c'est un domaine qui est appelé à se diversifier. Oui, mais Carole, allez-y. Non, s'il y a des jeunes là qui veulent faire du game design, c'est vrai qu'on a parlé d'industrialisation, ça fait un petit peu peur, mais c'est vrai qu'il y a eu cette étape du jeu dans son garage, ensuite de l'industrialisation où effectivement là, la part du game designer était un petit peu noyée dans des grosses équipes, et puis depuis une dizaine d'années, on revit les jeux indépendants grâce aux plateformes numériques essentiellement, et ça donne effectivement un nouveau souffle, je pense, aux game designers. D'abord, il y a beaucoup plus de petites sociétés qui se créent. Moi, j'ai eu plein de jeunes étudiants qui ont créé rapidement après leur sortie d'école, et ils ont créé leur propre studio, qui c'était souvent le jeu qui est né à l'école, qu'ils vont ensuite porter, réussite par réussite, mais en tout cas, ils peuvent se lancer, et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Enfin, la touche positive, je pense que l'auteur revient au centre de son jeu. Mais la question, c'est aujourd'hui, le game designer, c'est bien le métier roi. Si on ne parle que du regard des étudiants, je ne parle pas du regard des professionnels, qui là, le monde du professionnel, là, ça va être un autre mur, c'est le mur de la réalité. Enfin, quand on parle à des jeunes, ce métier de game designer, enfin finalement de créateur, qui est devenu synonyme de créateur de jeu, il est très important, me semble-t-il. Alors je pense que quand ils rentrent à l'école, oui, c'est le métier. J'ai joué, donc vous allez voir, je vais faire le jeu de mes rêves. Mais après, quand ils découvrent en fait, les autres métiers, s'ils ont un talent de programmation, ils iront vers la programmation. S'ils se découvrent, alors le talent artistique, souvent, ils l'ont déjà un petit peu, mais non, ils sont très conscients que c'est un travail d'équipe, et ils vont aller là où ils ont l'appétence et les compétences. Non ? Moi, je suis plutôt d'accord, mais avec vous deux. Oui, mais c'est ça, oui. On arrive avec des rêves. C'est que game designer, effectivement, on se dit tout naïvement au début, voilà, on va tout décider. On va être le réalisateur du jeu, je vais donner des ordres, et puis les gens vont s'expliquer. Voilà. Et puis les idées, ce que tu disais tout à l'heure sur les idées, tout le monde a des idées au début d'un jeu, on a un brainstorming, et on a, pour moi, on peut avoir un auteur,
un jeu, mais souvent, dans les projets un peu plus ambitieux, on a une équipe créative. C'est-à-dire qu'on va brainstormer quand même à plusieurs personnes. Souvent, aujourd'hui, on met les studios en avant. D'ailleurs, le studio est devenu la marque, ou l'éditeur, quand vraiment, là, en interne, ils ont des équipes. Mais souvent, c'est le studio qui crée la marque, voilà, le style d'un jeu. Oui. Les métiers se spécialisent aussi. Oui, et d'ailleurs, on en a. Les élèves vont croire qu'ils sont là pour produire des idées. Alors qu'un game designer, un vrai game designer, en fait, il va trier les idées et en jeter énormément après le brainstorming. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on imagine. En fait, au départ, c'est lui qui va plutôt en fait diriger le joueur dans une direction en sachant trier les idées plutôt qu'en amener 20 000 et l'idée la plus originale qu'il croit avoir, en fait, elle a souvent déjà été utilisée. Un métier qui n'existait pas et donc qui est devenu roi. Oui, enfin, moi je crois que par rapport à ces discours sur les étudiants qui veulent faire du game design, je crois que très vite ils se rendent compte que en fait le cadre qui permet d'orienter l'idée, déjà à la base elle vient du commanditaire, c'est-à-dire c'est souvent le pôle éditorial qui dit voilà notre ligne c'est ça, notre public c'est ça, notre marché c'est ça, et donc très souvent moi ce que je dis aux étudiants, je leur dis non mais si des fois si vous voulez faire votre jeu, un jeu qui est celui dont vous rêvez, mais faites pas de game design parce que de toute façon c'est pas comme ça que ça marche, c'est à un joueur que vous vous adressez, surtout dans ce type de média-là, il faut voir quel est déjà le cadre éditorial, économique qu'on va vous imposer et surtout à qui vous allez vous adresser. Parce que si vous faites un jeu pour vous, très généralement, quand on fait du game design et que les étudiants testent leur même prototype en jeu de plateau, ils se rendent compte que ça marche pas. Parce que le joueur ne fait pas du tout ce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient faire. Et donc, moi, ce que je dis aux étudiants, ce que je leur conseille généralement, c'est d'abord d'être curieux et de sortir de cette optique de « Ah ben, je saurais faire du jeu parce que je joue ». Ben non, c'est pas vrai. Tu sais pas parce que tu es passionné de jeu que tu vas savoir faire un bon jeu. Justement, c'est ça qui s'apprend. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon jeu ? Déjà, rien que la question, voilà, on pourra en débattre pendant très longtemps. Je crois que l'idée, c'est déjà de se dire, je vais former à certaines théories, puis ensuite à certaines compétences qui permettent de définir ce qu'est un jeu. C'est quoi des règles ? Quels sont les différents types de règles ? Quel est le lien entre l'univers, la thématique du jeu et la jouabilité ? Bon, différents domaines qui vont ensuite permettre aux joueurs de s'immerger, de s'engager dans le jeu. Et qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment, le jeu il va être jouable, il va être maniable. Voilà. Donc, en fait, le game design, c'est à l'intersection de très nombreux corps de métier, que ce soit l'ergonomie, que ce soit le graphisme, que ce soit le sound design, que ce soit voilà. Et ce qui va tenir l'ensemble, c'est le système de règles. Mais bon, il faut bien avoir conscience de l'ensemble de cette complexité lorsque l'on fait un jeu. Et voilà. Et à nouveau, là, ce qui me semble aussi important, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, là où on va, c'est que lorsqu'on forme sur les jeux vidéo et lorsque l'on forme sur le game design, on ne va pas former uniquement à la conception et au développement. Par exemple, quand on fait des études de cinéma, moi j'ai fait des études de cinéma, j'ai été formé à l'histoire du cinéma, j'ai été formé à l'analyse de films, j'ai pas été formé uniquement à la réalisation ou à la prise de vue ou à l'éclairage. Et ça, c'est quelque chose qui est encore énormément à développer, c'est-à-dire l'étude critique et la réflexion sur le jeu vidéo. Et ça, à mon avis, là, c'est un dernier pan, mais qui, à mon avis, vraiment est amené à se développer. En tout cas, je le souhaite. Ça pose la question aussi de la formation à la recherche en game design. Qu'est-ce que c'est que de former des étudiants ? Voilà, moi, je dirige plusieurs doctorants qui, par exemple, un de mes étudiants fait une thèse sur la représentation de l'histoire dans Assassin's Creed et il le fait en co-tutelle avec Sherbrooke. Le co-directeur avec l'Université de Sherbrooke au Québec, et le co-directeur de la thèse est un spécialiste de l'histoire de l'esclavage, de la Caraïbe, etc. Et il était consultant pour Ubisoft. Et donc, l'étudiant en question, Julien Basile, a accès aux documents de production d'Ubisoft pour comprendre comment tout le processus de développement a amené à orienter une certaine vision de l'histoire dans la production d'Assassin's Creed Black Flag. Donc ça, c'est des questionnements qui ne sont pas uniquement des questionnements de comment je crée un jeu, mais c'est plutôt comment le processus de game design oriente une vision du monde, quel est le rôle de l'environnement socio-économique, etc., etc. Et donc, ça, à mon avis, c'est essentiel aujourd'hui en termes de formation pour les étudiants et les jeunes générations qui consomment énormément de jeux vidéo, mais à qui il faut aussi savoir développer un regard critique, un regard
d'apprentissage, de lecture de l'image vidéoludique, de l'expression vidéoludique, comme on sait décrypter un film, voilà, comme on sait analyser une œuvre littéraire. Voilà, il y a une question d'éducation au regard à développer sur le jeu vidéo, et ça c'est aussi le rôle de la formation. Christian Loisel, cette facette, ces multiples facettes du game design, s'attachant aussi bien à l'information finalement qu'à un jeu qui serait considéré comme pur divertissement, cette première formation en 83 était purement liée. Enfin, je pense qu'elle liait tout de manière, j'allais dire embryonnaire, mais enfin on touchait à tout. Oui, effectivement, c'était le point commun. En fait, c'était la notion d'interaction. Mais bon, en réalité, moi, j'ai plus une vision historique du fait qu'en fait, deux activités qui se sont rejointes pendant une période en fait qui a été très brève, qui a duré 4-5 ans, qui était effectivement le jeu d'un autre côté en fait le monde de l'interface qui a donné aujourd'hui en fait le design UX. Ouais. Mais en réalité il y a une base commune, mais c'est quand même deux secteurs un peu différents, mais qui s'est rejoint à un moment parce que effectivement le jeu vidéo était prépondérant, était en avance quelque sorte parce que c'était déjà un marché. Alors que le marché du multimédia a existé, mais a disparu très vite, puisqu'il a été remplacé en fait, par Internet. Ouais. Donc il y a une histoire commune. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, en fait, c'est nourri finalement de cette autre culture, mais qui était un peu éloignée, qui s'est rapprochée. Puis aujourd'hui, en fait, c'est complètement différencié, parce que par nature, le jeu vidéo, c'est du jeu, c'est du récit, et le reste, c'est une problématique d'interface. C'est quand même particulier. Moi, j'avais effectivement cette culture. J'ai eu l'occasion chez Infogrames de discuter avec l'un des dirigeants, lui expliquant il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, Apple faisait énormément d'efforts. C'était l'un des supports en fait de ce marché avec Philips. Donc ils ont fait énormément de choses dans ce domaine, ce qui leur a permis quelques années après de sortir un téléphone qui a bien marché. Plutôt, il paraît. Parce que en fait, voilà, c'était cette culture. Et donc moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un des dirigeants d'Infogrames en disant quand même les interfaces, il faut peut-être faire quelque chose. C'est pas terrible, vraiment. Mais en fait, ça l'intéressait absolument pas. Je veux dire, que les boutons soient là ou ici ou ailleurs, c'était pas la question en fait. Bon, en même temps, ce même dirigeant, en fait, pour lui, Apple, c'était une société sans avenir. Voilà, donc c'était quand même déjà deux secteurs qui s'étaient différenciés. Donc il y avait en même temps une culture commune, mais on pressentait que c'était des choses qui allaient se séparer qui allaient se séparer, qui allaient vivre leur vie. Et c'est l'Internet a réglé tout ça en fait. Voilà. Mais en même temps, c'était très riche parce que voilà, c'était des cultures agglomérées de gens qui venaient d'univers très différents. Moi, c'était pas celui du jeu, c'était celui de l'image, du graphisme, et qui était effectivement nécessaire à ce moment-là, et qui avait quand même une culture commune, parce que moi aussi, je m'intéressais en fait à ce domaine-là. Voilà, donc c'était c'était passionnant et très amusant. Mais voilà, c'est une histoire commune. Mais Carole Faure, je vous laisse le mot de la fin, en tout cas, mais parce que vous m'avez souligné par téléphone que le mur de la réalité, c'est-à-dire d'un côté ce métier de game designer roi, cette envie de formation, et quelque part le mur de la réalité des nombres d'embauches possibles et possiblement en tant que game designer. Est-ce qu'il n'y a pas des rêves qui vont, on va dire... Alors, c'est bien que les jeunes rêvent, on ne va pas leur enlever ça. La réalité du marché, c'est peut-être plus... Alors là, c'est le problème du nombre d'écoles qui, j'ai envie de dire, prétendent faire du game design. C'est beaucoup d'écoles en France notamment, et effectivement si on dénombre le nombre de studios, c'est comme tu disais, c'est en game design assez peu d'emplois, donc il faut juste être vigilant là-dessus, mais il y a quand même des débouchés pour ceux qui le souhaitent. Je voudrais juste que le jeune réfléchisse aussi à la diversité de ce métier qui effectivement ouvre éventuellement, comme tu as dit, sur d'autres secteurs, ça c'est vrai. Moi j'ai des étudiants qui sont sortis et qui sont partis dans le secteur de l'innovation pour des grands groupes, et c'est vraiment des compétences recherchées. Dans le design thinking, imaginer des services innovants, des services gamifiés, ça c'est... Et franchement, c'est un des plus beaux postes peut-être des sorties des étudiants, et ils s'éclatent vraiment, mais ça ils l'auraient jamais imaginé au préalable.
J'ai envie de souligner la diversité des métiers. Il y a game designer, il y a level designer, il y a l'UX designer, l'UI designer. Enfin, je suis même plus spécialiste, mais il y en a des quantités incroyables. Selon la plateforme que l'on vise, c'est très très différent. Il y a le côté très expérientiel si on est en réalité virtuelle ou si on est dans un espace comme ici où il y a plein d'expériences qui sont physiques. Il y a une diversité énorme selon le genre de jeu. Enfin, designer un jeu de foot et un Assassin's Creed, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le jeune peut quand même aussi arriver à trouver sa voie, je pense en se spécialisant. Et puis il y a l'ère de la data aujourd'hui qui a quand même aussi révolutionné le monde de design, puisque maintenant on peut adapter le jeu à chaque joueur. Ça c'est quand même donc voilà, c'est encore un autre métier qui s'ouvre. Voilà, je voulais juste ouvrir sur le fait que la diversité des métiers. Aussi, oui, je voulais juste rajouter, il y a l'étranger aussi qui est accessible. On peut aller aujourd'hui, il y a encore de nombreuses boîtes qui s'implantent, par exemple à Montréal. Voilà, qui vont avoir besoin de game designers. L'année dernière, il y avait un pays européen qui était en demande de game designers, c'était la Finlande. Parce que contrairement en France, ils ont beaucoup plus de programmeurs que de game designers. C'est vraiment l'inverse. Voilà, c'est l'inverse, exactement. Le marché français est en souffrance. L'Allemagne aussi, oui, on a des pays nordiques qui sont beaucoup plus techniques, donc ils vont produire beaucoup plus de programmeurs. Ici, en France, on est en déficit de programmeurs dans le jeu vidéo. Parce qu'effectivement, quand on fait une école de programmation, on regarde combien on est payé en jeu vidéo, on regarde dans les autres secteurs, on se dit ok, bon. Voilà, et donc il faut essayer de regarder de façon très large, regarder en fait les demandes dans beaucoup de pays étrangers, et voilà, il faut s'attendre quand on fait du game design à voyager un peu. Voilà. C'est fait. Je pense que c'est fait pour ça. Pour le coup, le secteur du jeu vidéo étant un secteur mondialisé quasiment de fait. Forcément, on est porté aussi vers l'extérieur. Déjà à regarder l'extérieur et à pourquoi pas se dire un jour je vais travailler à l'extérieur. Oui, juste un tout petit truc, c'est que effectivement, je pense que comme quand on est réalisateur ou qu'on va devenir écrivain, on se dit pas nécessairement j'écris un livre et puis plus tard je serai écrivain professionnel, ou je réalise des films et plus tard c'est sûr je vais travailler dans l'industrie cinématographique. Et je crois que aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du jeu, il y a la possibilité de faire facilement des jeux. C'est la grande différence avec les années 90, par exemple, où aujourd'hui, les logiciels, il y a des middleware qui permettent même aux enfants à commencer à créer des jeux. Donc moi, ce que je conseille aussi fortement, c'est pas d'attendre forcément de faire ses études et de trouver le débouché chez Ubi ou etc. C'est de se dire, je vais tenter des choses, et si j'ai envie de m'exprimer, je veux dire, moi, par exemple, c'est pareil, je fais de la recherche-création. Si je fais de la création dans le cadre de ma recherche, c'est parce que j'ai cette envie de créer aussi du jeu à partir de sens particuliers, de la vision que je pourrais avoir de ce qu'est le jeu. Et voilà, et ce que je conseille à des personnes qui souhaitent aussi se lancer dans le game design, c'est d'y aller. N'attendez pas d'avoir l'embauche qui vous tombe dessus. Trouvez des petites équipes, trouvez un logiciel qui vous permettra de tester un jeu, déposez-le à droite, à gauche, faites-le tester. Et essayez déjà de créer du jeu par vous-même, si possible, des game jams. Aujourd'hui, voilà, il y a des occasions de faire du game design qui sont aujourd'hui extrêmement nombreuses. Et l'accès à l'informatique c'est évidemment démocratisé. Cette table ronde n'est pas close, mais on attend des questions. Si vous avez des questions dans la salle sur cette formation, conception de jeu, game design, game designer. Au fond là-bas, on vous voit mal, mais on sait que vous allez parler. C'est bon ? Ok. Vous parliez de l'explosion des formations en France. Est-ce que ça a un lien avec la demande des entreprises ? Bonne question. Du temps, j'étais responsable pédagogique d'une école, la section jeux vidéo, que j'ai quittée il y a 4 ans. À cette époque-là, il y avait quand même une distorsion, et précisément sur le game design, du nombre d'écoles par rapport à la demande des entreprises. Très clairement. Moi, j'avais dénombré 50 écoles de jeux vidéo qui prétendaient faire du game design. Donc école, université, IUT, tout confondu. Et à l'époque, il y avait 210 studios. Donc voilà, fait le rapprochement. Voilà, il y avait quand même une forte distorsion par rapport à la demande. Spécialement sur ce métier-là. Comme dit Douglas, pas sur les développeurs.
Je sais pas, tu... Bon, non, Non. c'est pareil aujourd'hui. Non, je pense Sébastien. que très clairement, il y a beaucoup plus de formations qu'il ne peut y avoir d'offres d'emploi, quoi. En France, oui, mais en France, c'est un pays vraiment où il y a eu une explosion des formations privées. Hein, je dis parce que dans le public, il y a très peu de formations en fait. Il y a quelques écoles, quelques diplômes, mais c'est quasiment rien. Il y a un taux de pression énorme sur ces formations-là, d'ailleurs. Pour ne pas citer par exemple l'Engmin, hein, vous connaissez la section game design à l'Engmin, le taux de pression est énormissime. Bon, il y a différents types de filières, mais je crois que c'est surtout dans le domaine privé. Faut dire ce qui est, c'est un métier qui fait beaucoup rêver, et du coup, des formations en profitent pour vendre du rêve, quoi. Voilà. Faut se référer, comme l'a dit la jeune femme du SNGV, il y a sur le SNGV référence des écoles sur certains critères dans le réseau national des jeux vidéo. Réseau des écoles des jeux vidéo, pardon. Donc c'est un site en ligne et ça vous permet quand même d'avoir une présélection des écoles qui sont retenues par les professionnels. Pardon. Merci. Vous parliez qu'il y avait qu'au début des jeux vidéo, de la création, il y avait souvent le développeur, enfin le créateur du jeu, prenait plusieurs casquettes, genre développeur et concepteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui cet échange de rôles se fait toujours? Est-ce que par exemple on peut passer de programmeur à game designer et l'inverse dans des entreprises actuelles? Dans les grosses entreprises parce que dans les petits studios, on demande souvent des profils à double casquette. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est très important dans un petit studio, c'est la réactivité. Dans les grosses boîtes, on a beaucoup d'inertie. Plus on est dans des grosses boîtes, quand on a des projets de 900 personnes, on est super spécialisé. Dans les tout petits studios, et moi je l'ai remarqué souvent quand c'est des anciens du jeu vidéo, donc qui ont fait un passage dans des grosses sociétés, c'est des gens qui sont qui ont peut-être 2-3 corps de métier, qui maîtrisent pas au même niveau, mais comment ils maîtrisent, et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la production, d'être beaucoup plus efficace. Alors effectivement, les programmeurs, par exemple, si on prend les programmeurs dans le jeu vidéo, c'est souvent un profil créatif. S'ils sont dans le jeu vidéo, c'est pas pour rien, sinon ils seraient allés travailler pour la BNP. Et donc ils s'intéressent aux jeux vidéo, ils s'intéressent à d'autres domaines, ils s'intéressent au plaisir déjà qu'un jeu fournit aux joueurs. Et donc ça arrive de temps en temps qu'effectivement un programmeur va passer de programmeur standard à programmeur gameplay. Il va passer de programmeur gameplay à on va dire game designer sur une section spéciale du jeu. Il arrive que des studios de taille moyenne, les petits c'est déjà acté, permettent à des employés effectivement d'accéder à un nouveau métier pour s'épanouir tout simplement, et parce que quand on voit qu'un employé en fait est intéressé par un domaine et qu'en plus il est doué, pourquoi pas lui laisser la chance, mais ça se fait petit à petit. Mais c'est possible. Oui, et puis il faut voir aussi, je crois que dans le domaine du game design, c'est un métier qui va de la conception au développement à la post-production. C'est-à-dire, on a du game design aussi en post-prod, avec tous les patchs aujourd'hui, etc. Et très souvent, de fait, les game designers, comme ils interviennent sur différentes étapes de la production, ont nécessairement plusieurs casquettes. C'est pas rare, par exemple, d'être game designer et level designer en même temps. Moi, par exemple, c'est ce que je faisais. Quand j'étais chez Ubi, j'étais à la fois game designer et level designer. Donc, être pur game designer, je crois que c'est très très rare, quoi. Je veux dire, nécessairement, on a toujours plusieurs cordes à son arc, et souvent c'est programmeur aussi en partie. Moi, par exemple, je faisais déjà du script, voilà, donc c'est ça. Complètement. Aujourd'hui, une société qui va avoir plusieurs CV de game designer, ils vont de toute façon prendre les game designers qui n'ont pas peur de faire du script, de mettre les mains dans le cambouis, même si c'est pas eux qui ont produit le code. Souvent, on a des interfaces avec des scripts qui sont là justement pour les game designers et les level designers, pour qu'ils puissent mettre les mains dedans et changer le jeu sans être obligé de déranger le programmeur qui a autre chose à faire, souvent, pour régler des petits détails. Donc, déjà, un game designer qui n'a pas peur du code, en tout cas les langages de script, comme le JavaScript, le Lua, ou même le C#, effectivement, ça va être plus quand on pourrait
peut-être dire qu'aujourd'hui, c'est devenu plus technique qu'à un moment, et je suis d'accord. Aujourd'hui, les game designers qui vont prendre des feuilles blanches et puis voilà mon jeu, et puis qui vont se dire le travail est fini, c'est très très rare. Et puis même c'est impossible parce que le game design est intrinsèquement lié aussi au support sur lequel on va s'exprimer. Donc connaître les possibilités de la forme sur laquelle on va s'exprimer, on peut pas avoir une idée qui vient comme ça en se disant bah tiens je vais créer tel type de jeu et puis à vous de vous débrouiller pour voir comment vous allez le programmer. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et d'ailleurs c'est une des vraies difficultés, c'est-à-dire faut aussi savoir, par exemple je parlais des middleware qui permettent de développer certains types de jeux, bah forcément les middleware vont contraindre les types de game design que vous allez pouvoir développer. Donc c'est une interaction, mais c'est comme dans toute forme de création, j'ai envie de dire. Forcément, quand on fait du cinéma amateur, on est limité en termes de ce qu'on va pouvoir montrer. Donc forcément, quand on fait du jeu indé, il faut connaître aussi sa plateforme, il faut connaître son outil d'expression pour savoir ce que je vais pouvoir faire. Donc un game designer qui est complètement désincarné, ça n'existe pas, quoi. Il faut connaître les contraintes et les possibilités de son média et de sa plateforme pour pouvoir exploiter au mieux, en fait, au service de son message, au service de son jeu. Et si un game designer n'a jamais programmé ou ne comprend pas la technologie qui est derrière, en fait, il va avoir du mal à appréhender, à vraiment coller aux médias. Il va s'imaginer des choses. Donc à ce moment-là, il y a des game designers qui existent comme ça, mais il va falloir alors qu'ils aient une très très grosse communication avec les membres techniques de leur équipe pour essayer vraiment de comprendre sur quoi ils travaillent. Bertrand ? J'avais une question sur l'utilisation ou non dans vos formations, justement du travail qui s'est fait dans le passé, et justement de cette culture générale que les étudiants pourraient avoir, ou c'est quelque chose qui est complètement zappé? Grâce à Douglas, il y a des cours d'histoire du jeu vidéo. Ouais. C'est vrai que c'est assez dur à transmettre. C'est vrai que le début du jeu vidéo, ça paraît assez archaïque, ça paraît très très dur aux élèves. Il suffit de leur montrer un peu d'assembleur, pour leur dire voilà, on programmait comme ça. Et puis avant, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de middleware. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un jeu, on refaisait le moteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très archaïque. Et ce qu'il y a aussi, c'est que moi, par exemple, dans les formations qu'on a mises en place, moi, je tenais vraiment, par exemple, à ce qu'il y ait de l'histoire du jeu vidéo, à ce que, mais ça pose plein de questions. Par exemple, quand on fait de l'histoire du cinéma, on peut dire aux étudiants, tu vas voir tel film de Kubrick, de toute façon, tu le trouves très facilement, tu vas à n'importe quelle médiathèque, etc. Ça va se faire. Hein. Maintenant, moi, dans mes cours d'histoire du jeu vidéo, je dis, vous allez essayer, je sais pas, Miss Pac-Man sur VCS 2600. Comment je donne accès, et même si les étudiants vont faire de l'émulation, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je sais que voilà, on va ça dépend du jeu, oui. Voilà, mais c'est un autre rapport à la matérialité. Donc nous, par exemple, on a dû équiper un Game Lab qui dépend donc de mon département et de mon laboratoire pour permettre aux étudiants qui font des cours d'histoire de jeux vidéo d'aller analyser des jeux, etc. Mais c'est loin d'être facile. Et en plus, la plupart du temps, les étudiants maintenant, ils vont regarder les let's play sur YouTube. Donc il faut les inciter aussi à avoir ce rapport à la matérialité. Donc, mais c'est essentiel effectivement d'avoir cette culture un peu générale. Je parlais de Muriel Tramis, avoir ce témoignage-là de cette pionnière du jeu vidéo, comprendre son parcours, les motivations qu'il y avait derrière pour faire ce type de jeu. Mais c'est aussi très avant-gardiste et encore aujourd'hui, ça nous permet de nous inspirer dans ce qu'on peut faire avec le jeu vidéo. Ouais. Donc c'est essentiel pour moi. Mais je pense que dans les débuts du jeu vidéo, il y a énormément de contraintes qui ont stimulé les idées. Et il y a encore beaucoup d'idées à rechercher en fait, dans l'histoire du jeu vidéo et à réadapter de nos jours. Oui, puis sur l'idée des croisements, enseignement, information, jeux vidéo, enfin tout n'a pas été encore fait loin de là. On a même plutôt l'impression que c'est le contraire, qu'on est encore au début d'une gestation qui est que les possibilités sont encore devant. Une question ? Oui, moi ma question va sortir un petit peu de la technique et m'adresser plus peut-être à Sébastien Janvaux par rapport au métier du X. Ma sensation est que ce métier-là prend une place de plus en plus importante, peut-être par le développement, comme l'a dit Madame Faure, du data, qui est aussi très utilisé par les UX.
Et j'ai la sensation qu'en France, ces métiers sont très occupés par des gens issus d'autres cursus, comme par exemple la psychologie. Il y a énormément de psychologues cliniciens qui travaillent comme UX, et j'ai eu la chance, ou pas, je sais pas, hier de rencontrer quelqu'un qui était issu d'une université autrichienne et qui se prédestinait à être formé au métier du UX. Et je voulais savoir où en était la formation en France par rapport à ces métiers-là, ou si c'était vraiment les cliniciens, enfin les psychologues qui avaient un petit peu une chasse gardée par rapport à ces postes-là. C'était la dernière question. Qui peut répondre à déjà cette apparition et quelque part cette, si ce n'est prédominance, effectivement, c'est un terme. Enfin, l'UX, voilà, bref, c'est le buzzword, c'est le mot qui est aujourd'hui à la mode et dans toutes les bouches. Est-ce qu'il s'est imposé? Ah, ouais. Christian. En fait, la culture métier UX en fait est un métier qui est issu du domaine visuel. En fait, c'est avant tout les capacités en termes de traitement d'images et graphiques, qui est une culture complètement anglo-saxonne en fait, qui n'est pas vraiment française en fait, bon, qui existe en France, mais qui est complètement issue en fait de méthodologie anglo-saxonne, bon, qui est diffusée, apprise dans des métiers, enfin dans des écoles de design comme l'ENSI par exemple, mais c'est pas lié à la psychologie en fait, parce que pendant très longtemps avant ce métier de UX on parlait d'ergonome, qui est une spécificité française, qui est un métier qui n'existe nulle part ailleurs. En fait, le terme est intraduisible en anglais, et en fait c'est un métier qui pendant très longtemps a intégré justement ces notions de psychologie par rapport à l'utilisation d'un outil et d'un outil informatique en fait, mais un métier qui était un pis-aller par rapport justement à l'intégration de la culture visuelle, qui en France a toujours eu du mal à intégrer justement plusieurs métiers, notamment je dirais la culture technique. Donc bon, c'est quelque chose qui a fini par se faire, mais finalement assez tard, vers les années 2000. Les premiers designers UX en fait issus de l'ENSI, c'est de 2002-2003 en fait. Donc, et aujourd'hui la question est réglée. Donc l'ergonomie est un métier qui disparaît en grande partie, et les UX par contre, contrairement au domaine du game design, en fait, c'est plutôt un métier où il y a une pénurie en fait d'intervenants. Donc c'est en développement parce que l'interface a pris une place prépondérante dans l'utilisation de tout service interactif. Donc c'est un métier encore d'avenir, mais plus pour longtemps non plus.